En le ressent, je pense que j'ai réalisé aussi le visage de ma maman. Et de se dire, bon, en fait, elle boit, mais c'est pas normal de boire à ce point-là. Et j'avais pas de moyens de l'aider, donc juste, je l'accompagnais un peu dans son alcoolisme en étant, bah, tu veux sortir, et ben, on y va, et j'ai pas le choix, et je me tais. Quand on allait au café, que je disais, bah, maman, je suis fatiguée. Elle dit, mais non, encore une bière, encore. Tu peux attendre. Bonjour Shannon, Bonjour Chloé. merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Pour quelle raison as-tu souhaité raconter ton histoire? Mais déjà pour m'aider moi personnellement, je pense à me reconstruire. Et surtout dans un but d'aider les autres qui se disent, bah en fait je suis seule et finalement ils se rendent compte qu'ils le sont pas. Ok. Donc pour raconter ton histoire, j'aimerais que l'on revienne donc sur ton enfance et le contexte dans lequel tu as grandi, si cela te convient. Oui. Tu m'as dit que tu avais grandi donc avec ta maman et ton beau-père. Oui. Donc est-ce que tu peux me raconter comment était ton quotidien avec eux? C'était donc un peu compliqué. Oui, bah du coup ma maman elle vivait déjà avant ma naissance. Parce qu'elle a eu un fils qu'elle a perdu à la naissance. Et du coup bah, je pense que ça a été très dur pour elle de l'accepter et de vivre avec. Et donc elle s'est mise à boire et mon beau-père bah, buvait aussi. Et du coup j'étais un peu l'enfant pas abandonné mais mise de côté. Et il y avait ma grand-mère aussi dans la même maison. Du coup je pense que elle s'est un peu délaissée de son rôle de maman pour laisser l'alcool, je pense, prendre place. Et du coup, c'est pas tous les jours hyper facile en tant qu'enfant de se dire, bon, en fait, t'as une maman et elle te laisse de côté, elle s'occupe pas de toi. Et puis mon beau-père, du coup, était hyper violent aussi avec moi étant petite. Et du coup, bah, c'était pas facile de dire, bon, en fait, je me fais frapper, mais je me tais. Puisqu'à 5 ans, bah, on sait pas si c'est bien ou mal. Et puis, c'est ton papa à ce moment-là. Donc tu dis, bon, en fait, il t'aime, c'est une manière de t'aimer, mais finalement, pas du tout. Quand on grandit, on se rend compte que finalement, c'est pas ok. Et juste vraiment qu'on comprenne ton quotidien, si tu peux raconter par exemple une semaine type ou une journée type, quand tu avais école, comment il s'occupait de toi ou s'il s'occupait pas de toi justement. Bah, du coup, je pouvais aller à l'école du matin, ma maman me déposait, et lui partir au travail, du coup. Et puis, elle revenait me chercher parce qu'elle travaillait pas. Et puis, bah, lui, il rentrait, les deux, ils buvaient. Et j'avais mon bain le soir, comme tous les enfants. Et du coup, il m'étranglait avec un essuie. Systématiquement? Oui, à chaque sortie de bain. Et ou soit le soir, s'il jouait un peu trop, bah, il criait ou il m'attrapait le bras en mode chute-toi. Ok. Et lui, il travaillait dans quoi? Au cimetière. D'accord. Et toi, avec ton jeune âge, tu ressentais comment toutes ces scènes? Bah, plus en mode, bah, c'est mon papa, je me tais pour le protéger. Et puis maman n'était pas non plus adéquate pour entendre que son enfant se fait frapper. Et par la suite, ma grand-mère l'a appris par je ne sais quel miracle. Que faisait ta mère quand elle buvait? Elle était devant la télé? Devant la télé, puis le soir, elle était dans une tristesse profonde et c'est là où bah, tous ces traumas remontaient. Et du coup, ma grand-mère devait la consoler toute la nuit ou elle venait me réveiller le soir et la nuit en me disant bah, j'ai envie de mourir, j'en ai marre de cette vie, ton frère me manque. Et toi, tu ressentais comment? Bah, j'étais un peu en mode bah, je suis ton enfant, demain j'ai école et c'est à moi de te consoler. Or que je suis un enfant, j'ai mes émotions, mais mes émotions elles sont un peu oubliées pour tes émotions à toi. Et tu m'as dit qu'au début, ton beau-père s'occupait quand même de ta mère lorsqu'elle avait ces crises-là. Et ça se traduisait comment, ces crises-là, justement? Enfin, c'était toujours... Toujours de la même manière, Ok. pleurs, pensées suicidaires, où elle revenait avec son passé tout le temps. Et du coup, bah, lui mettait des mots sur ça comme il pouvait. Mais lui-même avait ses traumas, donc c'était un peu la guerre des traumas. Et justement, est-ce que tu as des souvenirs du coup précis que tu aimerais raconter de cette période-là de 5-6 ans, si tu t'en souviens un petit peu? Bah, à part la violence de mon beau-père, Ok. j'ai pas vraiment de souvenirs, c'est vraiment un trou noir. Comme si mon cœur voulait que j'oublie ces moments-là. Mais du coup, à part les étranglements aux sorties de bain et le fait qu'il m'attrapait le bras pour que je jouais trop fort ou je parlais trop fort. Mais c'est juste un enfant qui a envie de jouer et qui veut juste exprimer ses émotions après son d'école. Et quand ces violences-là arrivaient, tu réussissais à en parler
que ce soit à ta maman, à ta grand-mère, à des amis? J'en ai jamais parlé jusqu'à il y a pas longtemps maintenant. Et du coup, ma grand-mère l'a appris un jour. Je sais pas trop comment elle l'a appris, mais c'est pas moi qui ai été dire à ma grand-mère, mamie, mon père il m'étrangle et il me frappe. D'accord. Et donc, oui, selon toi, d'où vient cet alcoolisme chez ta maman et ton père, son beau-père, pardon? Mon beau-père, je sais pas trop, je pense, son passé comme ma maman. Ma maman, il dirait plus ses traumas avec mon papy qui était militaire, qui était pas forcément tout le temps là à la maison. Et puis, quand il est revenu de mission, bah, il avait une dépression. Donc lui aussi, il buvait. Et puis, bah, elle a perdu un fils, des amis. Et je pense que c'était vraiment un tout qui a fait que la solution facile, c'était à l'école et elle s'est un peu réfugiée dans tout ça. D'accord. Donc, juste pour bien comprendre, donc t'en parlais pas. Comment se passait l'école justement? Est-ce que tu avais des conversations par rapport aux relations que d'autres amis pouvaient avoir avec leurs parents? Est-ce que tu te comparais? Pas de conversation, mais je voyais que mes amis avaient des parents qui les aimaient et qui venaient les chercher. Tandis que moi, ma mère, elle venait, mais pour ce, bah, je pouvais pas rester dormir là. J'avais pas le choix de rentrer chez moi et donc c'était un peu par obligation, je pense, qu'elle venait. Et puis ma grand-mère était derrière pour dire bah oublie pas t'as tapé ta fille quand même derrière pour pas non plus sombrer. Mais je pense qu'elle m'aimait, mais juste elle savait pas comment le faire. J'étais très silencieuse. Et à l'école, t'étais quel genre d'enfant? Très timide. Je me faisais aussi harceler en primaire. Et du coup, pour un peu montrer quand ça n'allait pas, quand on m'embêtait, mais c'était très rare. Je me rappelle, j'avais pris la tête un jour d'un copain et je l'avais je l'avais claqué dans le mur. Mais je pense que j'avais tellement d'émotions en moi et comme bah, on m'harcelait et qu'on m'embêtait, bah, c'était juste, on fait juste stop quoi. Et est-ce que tu reproduisais ça, cette violence par exemple, parce que toi-même t'avais cette violence à la maison? Mais je pense qu'à l'époque, je me rendais pas compte que c'était à cause de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit, bon, en fait, je le vis. Donc c'est ok, entre guillemets, et normal. Et donc je le reproduisais, mais aujourd'hui je sais que non. Il y avait un impact de ce qui se passait à la maison sur ton travail à l'école? Comment se passaient tes devoirs par exemple à la maison? Il n'y avait pas forcément de répercussions, juste niveau orthographe, etc. J'avais beaucoup de mal à suivre en français. Encore aujourd'hui, hein, mais j'ai eu beaucoup de mal. Pour ça, bah, ma mère faisait mes devoirs avec moi, mais elle les faisait pour ça, je pouvais pas le faire toute seule. Et ma grand-mère, bah, elle avait son âge, donc c'était pas possible. Et donc elle avait un suivi, mais en même temps, c'était plus un suivi en mode, bah, je suis ta mère, je suis carrée, et t'as pas le choix de faire tout ça. Mais c'était pas un suivi vraiment avec de l'envie d'aider sa fille. Oui, tu te débrouillais seule en fait finalement, Ouais. t'étais vraiment dans une solitude. Ouais, très profonde. Tu m'as dit aussi que tu redoutais les vacances scolaires, parce que c'était... pourquoi? Bah, c'est les périodes où elle buvait vraiment constamment, toute la semaine, le week-end. Tandis qu'à l'école, elle pouvait boire la semaine, mais c'était rare. C'était plus le week-end en disant, bah, le matin, je peux dormir dans le 6 bois et que je suis saoule, bah, on me verra pas à l'école être une mère un peu indigne. Tandis que les vacances, bah, il y avait que ma grand-mère, ou son frère ou sa soeur, mais il n'y avait pas d'école derrière et pas de danger de se dire, ah, on peut m'enlever ma fille et je peux la perdre. Et du coup, c'était vraiment des vacances où j'avais la boule au ventre. Je m'endormais en me disant, bah, en fait, si je m'endors pas avant elle, bah, elle viendra me réveiller dans ma chambre en mode, fais un choix entre telle chose et telle chose, ou rassure-moi, ou viens, on va boire un verre au café, alors que, ben, j'ai pas l'âge d'aller dans un café avec ma mère. Et oui, toi tu te sentais comment Un dans peu ces moments? la maman de ma maman. Or que, bah, c'était son rôle à elle d'être là, et c'était pas à moi de la rassurer dans ses émotions et dans sa tristesse, et dire, bah, tu vas aller boire, ben viens, on va aller boire, quoi. Parce que dans ces moments-là, quand elle te sollicitait pour ça, toi c'était quoi tes réactions? Enfin, qu'est-ce que tu arrivais à lui dire ou ne pas lui dire? J'avais juste pas le choix. Ma maman, c'était une maman très dure et très carrée, avec un gros caractère qui te montrait que t'avais pas le choix. Tu faisais et tu fermais ta bouche. Ok. Et quand elle te disait de faire un choix, par exemple,
Enfin, tout ce qui est autour un peu du suicide, tout ça. Tu lui disais quoi? Bah, du coup, moi, j'étais en pleurs avec elle, puisque bah, c'était un moment où j'ai pas envie de la perdre. Et j'étais là, mais non, ça va aller. Puis il y a mamie, il y a tes frères et sœurs, enfin, t'es pas toute seule. Du coup, sur l'instant T, ça la rassurait, mais le soir d'après, bah, on recommençait, c'était un cercle vicieux un peu. Mhm. C'est tous les jours la même chose. Tu m'as expliqué que bah, l'alcool, donc ton beau-père, ça le rendait violent. Et donc, on peut en reparler donc avec ce jouet. Qu'est-ce qui s'est passé donc Ben, du coup, il y avait le salon et les jouets d'un côté. Et en fait, juste quand je joue, enfin quand je jouais du coup, ben, c'était juste trop de bruit, trop moi, trop de c'est un enfant. Et du coup, je pouvais pas jouer. Je devais être dans un coin, me taire et ne pas exister. Sinon, il y avait des répercussions derrière et je savais très bien ce que j'allais subir après. Et, et ta maman, dans ces moments-là, elle intervenait pas? Ben, souvent, il les faisait quand elle n'était pas là. Enfin, il se fâchait devant elle, mais il n'y avait pas de violence devant ses yeux. Et du coup, bah, elle pouvait pas savoir et agir, même si je pense pas qu'elle aurait agi, mais elle pouvait pas agir en tout cas. Ta mère, donc, elle commençait à boire à peu près quel moment de la journée? Souvent après l'école la semaine, et quand c'était pendant les vacances, c'était à 8 heures au réveil. D'accord. Pour bien commencer la journée. Ok. Donc vraiment, elle était dans un état second. Bah, elle était saoule, puis la nuit, bah, elle était pas consciente de ce qu'elle disait. C'était un peu tout le temps répétitif. Mhm. Elle disait un truc la veille, bah, le lendemain c'était pareil, encore le lendemain c'était la même chose et on savait très bien comment ça allait se passer les soirées et la nuit de ma mère. Et nos nuits à nous du coup. Est-ce que t'es fille unique, pardon? Oui, du coup oui. Enfin, ma maman avait un fils, mais avant jeunesse. Tu as gardé un traumatisme de ces événements-là? Ouais, ben, beaucoup déjà avec les hommes. Déjà en temps normal, avant juste me toucher le bras ou juste faire comme ça, ben, il y avait vraiment un signe d'alerte en mode t'es en danger. Du coup, j'ai commencé une thérapie quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et surtout avec les hommes aujourd'hui encore, il y a beaucoup de mal avec le contact physique, de faire des câlins, de me dire, bah, en fait, oui, il peut me toucher sans être en danger, et me dire, bah, il y aura des coups derrière. Mhm. Oui, parce que dès que quelqu'un est tactile, peut-être que toi tu le ressens du coup comme une violence. Ouais. Enfin, une potentielle violence. Potentielle violence, ouais. Oui. Et tu m'as raconté que ta maman, du coup, s'est ensuite séparée de ton beau-père. Oui. Et donc, tu avais quel âge à ce moment-là et quelle a été la cause de cette séparation? Bah, du coup, vers 7-8 ans. Et en fait, ma grand-mère a appris que justement mon père, enfin mon père, me tapait. Je sais pas trop comment elle a appris. Peut-être elle l'a vu ou il y a eu un signe en tout cas qui a fait qu'elle l'a su. Et donc, elle en a parlé avec ma maman avant d'agir, vu que c'est elle, ma mère. Et elle ne se sentait pas capable de le mettre dehors. Donc, elle a demandé à ma grand-mère qui, elle, l'a mis dehors. Et donc, par la suite, il est parti le lendemain ou le jour même, je sais plus trop, ça fait longtemps. Et puis, il est revenu prendre ses affaires quand j'étais à l'école. Et il nous a un peu volé plein de choses. Et depuis voilà. Volé dans quel sens Ben, du niveau matériel? bijoux, des affaires à moi. Ok. C'était quel objet qui t'a... Ben, j'avais une gourmette et un collier de naissance D'accord. qui a disparu en Ok. même temps. Et ta maman, comment elle a réagi donc, face à cette séparation, ce départ? Ben, elle n'a pas vraiment réagi. Mais quand elle a découvert qu'il l'avait volé, alors il a eu de la colère. Mais pas parce qu'il était parti, mais plus parce que ah, ben, il m'a volé or qu'on était ensemble. Et puis ben, elle a continué à boire et le cercle vicieux de je réveille ma fille et ma maman a continué pendant jusqu'à mes 16 ans en tout cas. Et tu m'as dit que quand il est parti, elle a encore plus sombré Elle est encore plus dans une l'alcoolisme. tristesse et dépendance avec l'alcool.
c'était de nouveau un trauma pour elle, je pense, aussi avec son passé. Et du coup, c'était encore pire pour moi et pour ma grand-mère qui doit encore plus gérer son comportement et l'alcool et ses extraits de colère. Et tu m'avais expliqué que le départ de ton beau-père, tu l'avais vécu comme un abandon parce que tu comprenais pas et... J'avais pas de réponse de la part de ma maman. Puis même s'il me battait, ça restait mon père à ce moment-là en tout cas. Et je me dis, en fait, ton papa, il est censé t'aimer. Et il part, t'as pas de réponse. Ta mère, elle t'en donne pas. Donc ça crée un manque et puis ça crée un abandon de ta figure paternelle. Oui, t'étais dans la compréhension. Je comprenais pas et puis je me suis dit, je l'aime, il m'aime, pourquoi il part, quoi. Parce qu'il t'a pas dit un mot avant de partir. Il est parti quand j'étais à l'école et il n'y avait pas de lettre de sa part pour me dire, je suis partie pour telle raison. Donc encore aujourd'hui, à part le fait que, oui, il m'a battu, il est parti pour ça, il n'y a pas sa version à lui de son départ. Oui, t'as eu que les dires ensuite, par la suite. D'accord. Et donc elle-même, elle est devenue violente après ce départ ou... Pas physiquement, plus émotionnellement et mentalement. Où quand mes amis venaient, elle était très dure pour me rabaisser. En mode, oui, mais bon, c'est Shannon, en mode... Et même, je me rappelle d'une scène où j'avais été manger avec ma cousine et ma grand-mère et elle. Et de base, elle déteste les photos. Et je la vois faire ça avec ma cousine et je lui dis, alors nous aussi on peut. Et elle m'a dit, non, pas avec toi, genre. Mais tu viens de faire avec ma cousine, donc tu pourrais faire avec moi aussi. Et tu l'as ressenti comment? Un peu rejeté, mais c'était un peu une habitude depuis des années auparavant. Vu que là, j'étais quand même plus âgée qu'à l'époque. Du coup, c'était en fait juste, c'est l'habitude et c'est OK. Je m'y attendais. Et t'as commencé une phrase en disant avec des amis quand ils venaient à la maison, t'as des exemples? Quand mes amis venaient à la maison, ou qu'on venait me chercher à l'école avec une de mes copines, elle demandait comment ça se passait la journée de Johanna, ma copine, mais tandis que moi, soit elle demandait pas, soit c'était par après. Ou aller à la maison avec les devoirs, si j'avais une moins bonne note, elle disait, tu vois, Johanna, Shannon, elle a pas de bonnes notes comme toi, ou tous des trucs comme ça. Donc toujours à comparer et à te rabaisser. Oui, tout le temps. Avec mes cousines aussi, c'était comme ça. C'était, mais tu vois, ta cousine, elle fait mieux ça que toi, tu devrais faire comme elle ou être comme elle. Et donc, toi, tu voulais plus... C'était quoi ta réaction face à ta mère? Je réagissais pas. J'étais un peu comme un mur avec elle. Et vers les dernières années, j'avais du mal pas à l'aimer, parce que ça reste ma mère et que l'amour reste là. Mais j'avais du mal à garder mon lien de mère-enfant avec elle et de me dire, en fait, elle est comme ça avec les autres. Je vois l'amour qu'elle peut donner aux autres, mais moi, elle sait pas m'aimer de la bonne manière. Or qu'elle sait le faire. Mais pourquoi pas avec moi? Oui, tu comprenais pas? Non. Cette différence? Du coup, maman, elle a eu un fils 2 ans avant moi, qui est né mort. Et c'était du coup mon frère. Et elle a jamais vraiment su se remettre de ce trauma-là. Du coup, j'ai été un peu l'enfant pansement de ma mère et se dire, j'ai perdu un enfant, j'en fais un deuxième et je refoule un peu ma haine et ma tristesse sur elle. Et je me rappelle que quand j'étais petite aussi, tout le temps, elle faisait des petites coupes de garçons, comme si elle voulait que je ressemble à l'enfant qu'elle n'a pas eu. Et donc un désamour, peut-être? Sans doute. Je pourrais pas dire, mais je pense. Émotionnellement, on en prenait un coup, ma grand-mère et moi. Elle était très méchante et vulgaire. Elle insultait ma grand-mère de conne, etc. Et du coup, à chaque fois, elle voyait que ça atteignait ma grand-mère, ce qui est normal. Et du coup, après, elle venait en pleurant en disant, pardon maman, juste je vais mal et du coup, en fait, je suis désolée, quoi. Et face à ça, face au désarroi de ta mère, ta grand-mère, est-ce qu'elle a eu l'idée de l'amener à une thérapie, d'en discuter Alors, pour maman, les psychologues, c'est pour les fous. Donc, c'était vraiment hors de question pour elle
de voir un psychologue, même si ma grand-mère voulait la forcer ou autre. C'était inenvisageable. C'était pas possible. Et même pour toi, j'imagine. Mais pour moi aussi, quand j'étais adolescente, elle voyait pas l'utilité que j'aille voir un psychologue et elle m'a bien mis en tête que j'avais pas besoin de ça et que je pouvais gérer mes émotions toute seule comme une grande. Et avec le recul, Et avec le recul, je pense que tout le monde devrait voir un psychologue pour mille et une choses, hein. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé sur mes traumatismes et mon passé. Donc, merci, hein. dans le même contexte, donc à ce départ-là aussi, donc elle a eu de plus en plus de crises, des crises d'angoisse, de Je sais pas si panique. c'est vraiment des crises d'angoisse. Je pense qu'elle a réalisé aussi qu'elle serait toute seule à gérer avec ma grand-mère sa fille. Et je pense que comme elle n'était pas capable de réussir toute seule, ben elle s'est dit en fait là, il part. Il me reste que ma maman. Je travaille pas. J'ai juste le chômage. Comment je vais faire, je pense, pour subvenir aux besoins de ma fille et gérer de la meilleure façon possible. Ma maman, c'est vraiment son rôle de mère avec moi, que ce soit pour la nourriture ou même les bains ou la mise au lit, hein. Je disais, bah, maman, j'ai faim ou je suis fatiguée. Bah, elle disait, bah, mamie est là, va la voir. Mais t'es ma mère, donc à toi de gérer ton rôle. Elle, c'est ma grand-mère, alors oui, c'est son rôle, mais c'est un plus pour elle de s'occuper de moi et pas son rôle principal de sa vie. Et justement, pour parler de l'heure du coucher, tu t'as été amenée donc plusieurs fois à la mettre au lit, toi aussi. Mais quand j'étais du coup un peu plus âgée que là, là j'avais 7-8 ans, c'était vraiment au départ de mon père, enfin beau-père. Et tandis que quand moi je la mettais au lit, ben, j'avais 12 ans déjà, 12-13 ans. Donc j'étais un peu plus consciente de son état émotionnel et de son alcoolisme. Justement, c'est hyper important ce que tu viens de dire. C'est petit à petit, en grandissant, tu as de plus en plus compris du coup l'état dans lequel ta mère se mettait. Ben, en grandissant, je pense que j'ai réalisé aussi le visage de ma maman. Et de se dire, bon, en fait, elle boit, mais c'est pas normal de boire à ce point-là. Et de réfugier un peu sa tristesse, sa colère et d'autres émotions peut-être dans tout ça. Et je me suis dit, bon, en fait, moi, à mon degré, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Sauf que ben, je suis encore un enfant à 12 ans et j'avais pas de moyens de l'aider. Donc juste, je l'accompagnais un peu dans son alcoolisme en étant, bah, tu veux sortir, et ben on y va et j'ai pas le choix et je me tais et voilà. Même quand on allait au café, que je disais, bah, maman, je suis fatiguée. Elle dit, mais non, encore une bière, encore. Tu peux attendre. Du coup, la semaine où elle buvait, qu'elle avait dans ma chambre, ben, je dormais tard ou je dormais très peu par peur. Et du coup, j'arrivais à l'école avec des cernes et si on me demandait, bah, pourquoi t'es cerné, ben, juste, ah, j'ai dormi tard, j'ai regardé une série ou un film et voilà. Mais je parlais pas à l'école de ce que j'étais en train de vivre à la maison. Oui, et tes amis se posaient pas plus de questions, Bah, ils s'imposaient, mais comme j'étais très fermée, très en mode non, tout va bien, juste j'aime bien les séries, les films, ça va. Et t'en parlais pas pour quelle raison finalement? Je pense par honte qu'on se rend compte de qui était ma mère et de ce que j'étais en train de vivre. Et puis avoir une mère alcoolique devant ses amis jeunes, on connaît un peu les jeunes et la méchanceté. Je me dis, bah juste, je me tais, je les vis toute seule avec mes propres émotions. Je les enfuis pas mal. Et après, on verra comment je me sors de tout ça. Et il y a des moments où, toute seule, quand tu te retrouvais, par exemple, dans ta chambre ou quoi, il y a des moments où tu craquais, Très souvent. Quand tout le monde dormait, ou que je pensais qu'il dormait en tout cas, pour pas que ma grand-mère s'inquiète, vu qu'il y avait déjà ma mère à gérer et que à 65 ans ou 70 ans, t'as plus envie de gérer 2 enfants. Du coup, le soir tard, et puis le matin, je me réveillais, je souriais et tout allait bien et tout repartait à zéro. Et est-ce que tu avais des activités en dehors qui te faisaient du bien, justement, pour sortir un peu de ce quotidien? Non, je me réveillais, j'allais à l'école, je rentrais, devoir, je gérais ma mère. Ma grand-mère me faisait à manger, et puis j'allais dans mon lit et ça recommençait encore et encore et encore. L'état de la maison, par exemple, c'était comment? Quand ma grand-mère nettoyait, c'était très propre et tout était carré.
Mais comme ma grand-mère a travaillé très longtemps, bah, ma mère ne travaillait pas, donc il fallait avoir de l'argent de côté et payer un loyer. Du coup, elle a travaillé jusqu'à 75 ans. Et elle allait à pied travailler, alors que ma mère aurait pu la déposer, vu qu'on avait une voiture, mais elle reste à la maison et la télé toute la journée, toute la matinée. Et puis 15h30, je vais chercher ma mère et puis ma fille à l'école, et puis on rentrait, et c'est pareil tous les jours. Et quelle relation t'avais avec ta grand-mère? J'étais très proche, c'était vraiment comme ma maman du coup. Et encore aujourd'hui, bah, je vis avec elle depuis mes 3 ans. Et du coup, on a toujours été très fusionnels, très... bah, tout ce que j'ai pas eu de ma maman ou de mon papa, bah, je l'ai eu de ma grand-mère aujourd'hui. Et donc t'as beaucoup de complicité avec elle. Beaucoup. Et c'était ton échappatoire un petit peu? Ben, un petit peu, et puis quand elle voyait que j'allais mal et que je lui montrais à certains moments, ben, elle avait sa chambre et moi la mienne, et du coup j'allais avec elle regarder les films dans sa chambre et je me sentais en sécurité. C'était vraiment ma pièce un peu où je me dis bon, je suis avec elle, il peut rien m'arriver et tout va bien. Tu m'as dit donc qu'à un moment donné, elle a eu 2 mois de sobriété, ta maman. Oui, vers la fin. Comment c'était ces 2 mois-là? Comment ça s'est Bah, passé? c'était le seul moment où j'avais eu l'amour de ma maman, où elle arrivait à réellement m'aimer, où je pouvais rire avec elle sans me dire ah bah elle sera méchante derrière. Et malheureusement, bah, c'était les 2 mois avant son décès, donc c'était un peu trop tard. Mais ça a pu mettre un pansement ou deux quelque part pour réparer les cicatrices que j'avais de sa part. Et à ce moment-là, quand elle a eu ces 2 mois de sobriété, tu t'es demandé peut-être pourquoi elle n'était plus dans cet état En fait, je d'ivresse? savais qu'elle devait aller voir un médecin pour le dans ses jambes. Sauf qu'elle m'a juste dit, bah, si j'arrête de boire, tout ira bien. Et donc, du jour au lendemain, elle a arrêté de boire. Donc, la preuve qu'elle savait arrêter, mais qu'elle ne voulait pas. Et quand j'ai voulu un peu creuser pourquoi, elle m'a juste dit, bah, juste comme ça, bah, j'irai mieux et l'eau partira. Et puis, au fur et à mesure, bah, on a vu que ça partait pas et que, bah, en une semaine, c'était terminé. Tu m'as dit qu'une phrase qui, moi, m'a beaucoup touchée quand on s'est eu au téléphone. Tu m'as dit que quand elle ne buvait plus, elle réussissait à t'aimer de la bonne manière. Mmh. Bah, c'était vraiment une maman pour de vrai et c'était pas la mère de ma mère. Et donc je me dis, bah, en fait, si elle a pu m'aimer, bah, étant petite, elle aurait su aussi. Et je me suis dit, bon, en fait, là, je suis aimée et c'est genre trop bien et ça me fait du bien et de me dire, bah, en fait, bah, elle m'a peut-être pas aimé tout le temps, mais là, elle m'aime et je me sens aimée de sa part. Oui, tu t'es dit, ça peut être possible, quoi. Oui, c'est possible. Et donc ça, c'était à tes 16 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, 15 ans et demi. 15 ans et demi. Presque 16. Presque 16. Et donc, ta mère, elle est tombée dans le coma, Oui. c'est ça? Bah, c'était un mardi soir et en fait, normalement, elle me déposait à la gare pour aller à l'école à Waterloo. Sauf que là, en fait, elle n'était pas du tout capable et elle mangeait pas, elle fumait pas, alors que c'était une grande fumeuse. Et donc, le lendemain matin, je suis partie un peu à l'école comme si tout allait bien. Et puis, je revenais à pied de la gare de près de chez moi et ma grand-mère, elle m'appelle en me disant faut que tu reviennes vite, maman, ça va pas. Et donc, je suis arrivée et quand j'ouvre la porte de la maison, il y a juste les toilettes en face, il y avait la porte, elle était assise avec le pantalon baissé et du sang sur les bras, mais je sais pas d'où ça venait. Et en fait, elle était déjà en semi-coma à ce moment-là. Et donc, on a appelé l'ambulance. Bien évidemment, c'est des médecins, donc elle n'était pas d'accord. Et donc, elle les a frappés. Et donc, ils ont dû oui. Et donc, ils ont dû l'attacher sur une chaise. Et puis, elle m'a dit comme dernier mot, oui, tu vas les regretter. Et puis, elle est partie et puis, elle n'est plus rentrée. Elle n'est plus rentrée à la maison. Ouais. Du coup, elle est partie en ambulance avec ma grand-mère, où ils l'ont mis dans le coma. C'était le mercredi, le jeudi, elle était dans le coma. Et une semaine après, on devait faire un choix entre la débrancher ou la garder en vie en sachant qu'il y aurait des séquelles au niveau du cerveau. Et donc, ma grand-mère, elle m'a un peu laissé le choix de bon, on la débranche ou non. Et je me suis dit, ben, égoïstement, oui, j'ai envie, mais je savais fortement que ben, si elle serait retrouvée dans un état végétatif, bah, elle n'aurait pas voulu. Donc, je lui ai dit, ben, en fait, c'est dommage pour nous, on va être triste et ça va être douloureux, mais on la laisse partir et c'est mieux comme ça pour elle. Et tu m'avais dit que tu l'avais ressenti comme un second abandon.
Ben, un second abandon. Et puis moi, je m'en voulais à moi-même aussi d'avoir pris la décision pendant des années. Je me suis dit, ben, en fait, c'est moi qui l'ai tué d'une certaine manière vu que j'ai pris la décision. Et puis j'ai compris qu'en fait, on peut pas sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé. Et je savais que quoi qu'il arrivait, bah, un jour ou l'autre, si c'était pas comme ça, c'est d'une autre manière. Donc c'était un peu moins douloureux par cette manière-là. Pour être sûr qu'on l'a bien dit, c'était donc une cirrhose du foie. Oui, D'accord. dû à l'alcool. D'accord. Et pour juste avec tes mots, c'est quoi exactement? En gros, c'est le foie qui se nécrose avec l'alcool et sûrement d'autres choses. Et comme elle buvait depuis ses 12 ans jusqu'à ses 52 ans. Tu m'avais dit qu'il y avait une opération qui était possible. Oui, mais elle voulait pas la faire. Elle voulait pas. Elle s'est dit que si elle arrêtait de boire, bah, ça irait mieux. Mais je pense qu'au fond d'elle, elle savait que non, elle voulait peut-être partir d'une manière un peu plus facile. Ou alors c'était peut-être trop tard aussi. Mais il y avait quand même de l'espoir. Il y avait de l'espoir et elle aurait pu se repérer si elle aurait fait, bah, elle serait encore là avec nous, je pense, aujourd'hui. Mais elle n'a pas voulu prendre ce choix-là, elle a été égoïste et finalement, ça a été ça toute ma vie. Donc c'était un peu une évidence, malheureusement, de dire, bon, en fait, je savais qu'elle prendrait ce choix-là et ça reste son choix malgré tout. Et cette opération, elle consistait en quoi? Il devait ouvrir au niveau du cou pour mettre un câble ou un tube, je sais pas trop, qui liait justement jusqu'au foie. Et c'était pas forcément une opération non plus hyper dangereuse, mais elle voulait pas en tout cas. Dans le coma, ma grand-mère s'était proposée pour donner une partie de son foie, mais comme elle était trop âgée, les médecins ils ont refusé. D'accord. Et toi, tu t'es pas posé la question? Non. Non. Et puis j'étais jeune en soi, donc et je pense pas que j'aurais fait ce choix-là. Et si c'est pas indiscret, pourquoi, d'accord? Ben, je pense que même si elle m'a donné la vie, elle m'a eu plein de traumatismes sur les épaules et les siens, comme un fardeau. Et peut-être là, je vais être méchante, mais c'était pas à moi de venir la sauver une énième fois dans tout ça. Oui, et encore une fois, c'était son choix. Oui, c'est ça. Et puis elle le savait, je pense, depuis longtemps, donc en vrai, c'était pas à moi de changer ce choix-là. Quand elle est décédée, quels a été les premiers instants? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on l'a appris quand on était à la maison avec l'aide-femme de mon oncle, donc son frère. Et au début, j'ai pas vraiment eu de réaction. J'étais juste assise sur le radiateur. Et j'étais un peu stoïque en mode ok, genre ok, elle est partie, genre ok. Et puis finalement, après, je me suis effondrée. Et donc, et je m'étais dit, bah, en fait, bah, j'ai plus ma mère. J'ai pas de papa, j'ai pas de maman. Il me reste ma grand-mère, j'ai 15 ans et demi. Dans 2 mois, j'ai 16 ans, elle sera pas là. Et donc, je me suis dit, bon, ok. Et puis, je pense, 2 semaines après, j'ai repris l'école directement. Je voulais pas rester dans une tristesse et me dire, bah, elle est partie, bah, ok, je reste dans ma tristesse et je pleure et je me dis, bon, en fait, juste revis et va à l'école. Mais j'étais un peu comme un robot, j'y allais, mais par automatisme et j'étais pas en mode youhou, je vais à l'école. Oui, normal. Ouais. Et à ce moment-là, tu as réussi à en parler à des amis, des professeurs? Non. Et tu avais un dialogue avec ta grand-mère sur la situation? Mais du coup, avec ma grand-mère, même si je suis très proche, tout ce qui est ma mère, ou mes émotions à moi, ou les siennes, ou nos douleurs, on n'en parle pas, on est très pudique. Même si je pense qu'au fond d'elle, elle doit le sentir, mais à sa mort, on n'a jamais montré que l'une ou l'autre pleurait. Et moi, je voulais montrer que en fait, je suis forte et je suis là pour ma famille. Même si, normalement, le cas inverse devait être fait. Mais je voulais pas montrer que je pouvais être triste et que malgré la violence et tout ça, bah, elle me manquait malgré tout. Mais c'était ma mère, mais dans ma tête, c'était en mode non, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'avoir ce manque et je le vis comme je peux, mais en me taisant. Ouais, tu t'autorisais pas le droit de l'aimer parce que Ouais. c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tu avais 16 ans, tu as vécu donc avec ta grand-mère? Ouais, mais du coup, j'étais encore mineure. Et du coup, on avait un juge de la tutelle qui avait
comme ma grand-mère avait des fonds en plus pour ma garde, fallait remplir des feuilles tous les mois avec les dépenses, la nourriture, l'école, les habits, en fait tout justifier, en pensant que ma grand-mère, je sais pas, elle volerait peut-être l'argent ou autre, or qu'elle s'oubliait vraiment ma grand-mère pour que je sois le plus épanouie. Et puis il y avait la possibilité que mon oncle ou ma tante me reprennent, sauf que moi je voulais pas, et eux ils ont dit bah en fait non. Depuis 3 ans, elle est chez notre maman, donc autant qu'elle reste là-bas. Et au moins, c'est une base où elle est en sécurité. Elle vit là depuis toujours, donc on va pas venir la mettre dans une maison qu'elle connaît pas, entre guillemets. Et ça te faisait quoi de vivre dans cette même maison sans ta mère, sans ton beau-père peut-être que... Ce que je veux dire, est-ce qu'il y avait des événements qui Enfin, c'était comment le quotidien dans cette maison qui était vide, qui autrefois était... Bah, du coup, c'était très vide. Ouais. Les premiers réveils, surtout de se dire, bah, en fait, la veille, elle était là. Là, tu te réveilles, bah, le canapé, elle est plus dedans. Pour celle dormait dans le canapé, dans le salon. Et puis, il restait que ma grand-mère et moi. Et en fait, je monte jamais rien. Et donc, j'étais là, bon, ok, ça va pas, t'es triste. Mais imagine ta grand-mère qui vient de perdre sa fille. C'est encore pire. Donc, même si c'est dur de voir la maison vide, bah, tu continues et tu vis ta vie et tu fais genre que tout allait bien. Et du coup, par la suite, pour un peu remplacer, on s'entend bien remplacer, mais et on a pris un chien pour un peu compléter le manque d'amour qu'on venait de perdre. Et comment tu te sentais avec ce chien? Ben, je me sentais hyper bien et puis je rentrais de l'école, j'avais un chien qui venait vers moi pour me faire des câlins. Et je pense que ça remplaçait un peu l'amour que j'avais pas eu justement de ma mère étant plus petite. Au décès de ta mère, tu as pu suivre les études que tu voulais? Ouais, ma grand-mère, elle m'a directement changée. Et donc, je suis partie dans une autre école où là, j'ai fait mes études et où j'ai été diplômée en tant que puéricultrice. Je pense que pour remplacer un peu le manque que moi j'avais eu et de me dire, bah, je peux aider d'autres enfants dans ce besoin-là. Et puis, j'ai toujours eu un gros lien avec les enfants depuis toujours, avec mes nièces ou mon neveu ou les enfants dans la rue, ils me sourient alors qu'on se connaît pas. Enfin, donc, je pense que j'ai l'instinct maternel. Et je me suis dit, bah, ça peut me sauver moi et aider d'autres. Et donc, une fois diplômée, je suis partie dans une pouponnière pour enfants placés. Et c'est là où, pour la première fois, je me suis dit, ah, là, je suis à ma place et je suis bien, je suis heureuse. Super. Tu aides d'autres enfants? Avec des traumas. Avec des traumas. Comme moi. Et tu m'as dit donc tout ce qui était autour de la thérapie, de la psychologie, c'était donc tabou dans ta famille. Mais tu m'as dit quand même que toi, de ton côté, à tes 18 ans, tu as voulu suivre une thérapie justement pour essayer de parler de tout là, tes c'est toujours traumatismes. tabou avec ma grand-mère, elle le sait toujours pas aujourd'hui. Mais je me suis dit, bah, même si je dois lui mentir d'une certaine manière, c'est pour mon bien. Et au moins, en commençant la thérapie, bah, j'ai pu comprendre d'autres choses sur les émotions de ma mère, pourquoi elle a été comme ça, ou mon beau-père, ou même mes émotions à moi et mes traumatismes à moi. Du coup, là, je suis encore en thérapie depuis que j'ai commencé. Qui me fait vraiment du bien. Et je me dis, bon, en fait, j'ai le droit de pleurer, même si j'aime pas pleurer devant les autres. Et j'apprends à être un peu moins dure et moins méchante avec moi-même. Et ça fait combien de temps maintenant que tu... Ça va faire 3 ans. Finalement, qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette thérapie? Juste pour rappeler. Ben, je pense que ça m'a plus apporté des choses émotionnelles. Où avant, pleurer pour moi, c'était vraiment tabou et interdit. Et elle a un peu débloqué la case sensibilité. Et du coup, maintenant, en fait, je peux pleurer. Pas devant les autres. Encore une fois, oui. mais je me dis, bon, en fait, t'es humaine, il faut pas être un robot et tu peux montrer tes émotions et c'est pas une honte. Et tu m'avais dit que tu avais peur de l'abandon aussi? Ouais. Ben, j'ai toujours peur de l'abandon, mais plus avec les hommes. Par peur de faire un schéma répétitif avec mon beau-père. Mais là, aujourd'hui, je me dis, ben, même si j'ai peur, j'ai rien à perdre. J'ai déjà connu l'abandon. Donc, un de plus ou un de moins, finalement, ça ne change pas. T'as encore ce sentiment d'abandon de la part de ton beau-père et de ta mère avec le recul? T'as toujours ce sentiment-là? Aujourd'hui, non, parce que je travaille sur ça et donc je sais qu'elle n'a pas su faire de... Enfin, elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, je suis un peu plus OK avec leur choix.
même si ça reste dur à vivre avec, mais je suis plus OK avec eux et avec moi par rapport à tout ça. Et je me demandais aussi quel est ton rapport avec l'alcool, Nico. Là, l'alcool, pour moi, c'est vraiment le red flag dans ma vie. Même quand je pouvais aller en soirée avant, plus jeune, ben, je pouvais pas sortir avec des amis qui étaient alcoolisés au point de plus savoir conduire. De plus, ça me ramenait dans mes images avec ma mère, mon beau-père, et je revivais un peu les traumatismes vécus au passé. Donc t'as une peur de l'alcool et de voir les gens sous Mais je pense pas peur aujourd'hui. À l'époque, oui. Mais aujourd'hui, je pense pas que j'ai peur. Juste, je sais ce que je veux dans ma vie et ce que je veux plus. Et ça, c'est un truc tellement malsain et toxique que j'ai plus envie de ça dans ma vie. Et juste penser à moi et me reconstruire avec d'autres choses que j'ai pu vivre. Et donc, pour finir, quel conseil te semble essentiel à partager avec quelqu'un qui a vécu ou qui aurait vécu Je dirais d'en parler premièrement, de ne pas rester seul avec ces émotions-là. Parce que souvent on se sent seul et on se dit comment je peux m'en sortir et comment je vais arriver à quitter ce monde-là un peu de toxicité. Et de dire, en fait, oui, j'ai le droit de pleurer, oui, j'ai le droit d'être triste, oui, j'ai le droit de montrer mes émotions, mes sentiments, et c'est OK, quoi. Je dirais de parler, le plus important. Ne pas garder pour soi. Ouais. Merci beaucoup, Shannon. Merci à toi, Chloé.